Today, Itineraris invites you to discover an important institution, the European Court of Human Rights. In the European district of Strasbourg, a building erected in 1994 judiciously combines concrete and greenery in an innovating and highly symbolic architectural design. Nous sommes ici vraiment sur des terres européennes. Les ordres de sécurité françaises n'ont pas le droit d'entrer ici. C'est vraiment l'Europe ici que vous voyez avec le Parlement européen, le Conseil de l'Europe. La Cour européenne des droits de l'homme, le bâtiment que vous voyez, a à peu près 27 000 mètres carrés d'espace de bureau. Actuellement, il y a à peu près 700 personnes qui travaillent ici, 47 juges et le reste, le greffe, les juristes, les administrateurs, les assistants, les gens de sécurité, etc. Sans doute vous êtes frappé par les tambours que vous voyez de ces cours et vous allez vous demander qu'est-ce que ça veut dire. Le symbolisme, c'est la balance de la justice. Ici, c'est la cour la plus haute de l'Europe qui tranche des affaires concernant les droits de l'homme. De l'autre côté, il y a l'impression que l'architecte a voulu donner au bâtiment l'impression d'un bateau. Il a trouvé ce motif quand il voyait qu'il avait une fleuve à côté qui longeait. Alors, il a construit un bâtiment qui ressemble à un bateau pour donner l'impression que ce n'est pas la fleuve qui bouge, mais c'est le bateau. Et le soir, quand on arrive du nord de Strasbourg, de la Robertsau, quand le soleil tombe, quelquefois, vraiment, on se demande est-ce que c'est la fleuve qui coule ou est-ce que c'est le bateau des droits de l'homme qui va envers les pays des droits de l'homme, je pense, ou de l'état de droit. L'architecte a employé beaucoup de verre. Il a voulu donner l'impression de transparence à cette cour. Si vous pensez à d'autres bâtiments, à d'autres tribunaux du 19e à 20e siècle, le justiciable qui arrive là a souvent peur. C'est la pierre, le béton, ils se sentent très petits. Ici, l'architecte a voulu accueillir le justiciable. Le symbolisme, c'est la transparence. Le verre doit montrer au justiciable, à la personne qui vient ici, de quoi il s'agit. Il doit comprendre le système de la protection des droits de l'homme. C'est quelque chose qui l'accueille, pas quelque chose qui l'effraie. For Mark Villiger, the judge elected in respect of Liechtenstein, the grounds of the Court of Human Rights are also dotted with symbols and works of art, like these petrified statues donated by the Swiss government, or this piece of the Berlin Wall donated by the German government. L'architecte Sir Richard Rogers a conçu le bâtiment et au milieu des préparations, la mur de Berlin tombait. On se rendait compte qu'il n'y aura pas 27, 28 États membres, mais peut-être 40, 45, jusqu'à 50 membres. Actuellement, nous sommes 47. The Court of Human Rights is meant as a rampart to stand up against all the walls between men, between people, and in people's minds. Françoise Tolkens has been the judge elected in respect of Belgium since 1998. She's also vice president of the court, and she recalls the context of the court since its creation based on the text of the European Convention signed by 12 countries, including Belgium and France in 1950. La Convention, c'était vraiment un instrument extraordinaire parce qu'on a introduit dans l'espace européen, après la Seconde Guerre mondiale, il faut bien dire que c'est un peu né sur les centres de la Seconde Guerre mondiale, ça c'est clair, d'avoir un texte qui constitue pour l'Europe qui se remettait en place après ce drame de l'Holocauste, d'avoir un texte qui constitue vraiment la charte fondamentale de tous ces pays européens qui commençaient à se réunir. Et cette Convention, elle aurait fondée sur l'état de droit, la démocratie et les droits de l'homme. Et puis la grande spécificité de cette Convention par rapport à la déclaration c'est une déclaration, tandis qu'ici c'est une convention, donc c'est beaucoup plus fort, et il y a eu un mécanisme de contrôle pour contrôler le respect des droits de l'homme par les États, et ça c'est cette fameuse cour. Il ne faut pas croire que tout ça a été si facile, hein, loin de là. Si on reprend un peu tous les textes de l'époque, on voit que ça a été extrêmement difficile, parce qu'il fallait quand même introduire cette idée qu'il y avait maintenant un texte qui allait lier tout le monde, ceux qui voulaient évidemment, et puis surtout une cour qui allait se mêler de ce qui ne la regarde pas, pour dire les choses un peu simplement, quoi. Et puis le grand moment de changement, ça a été évidemment la chute du mur de Berlin. Ça, 89, c'est
la grande révolution, la divine surprise, comme on veut. Et à partir de là, on a vu alors progressivement les pays d'Europe centrale et orientale rejoindre la Convention. Et aujourd'hui, c'est à peu près toute l'Europe, c'est 47 pays. Il y a un membre de l'Assemblée qui a eu cette phrase extraordinaire qui a dit « Non, personne n'est jamais à l'abri d'un péril totalitaire. Et il faut en Europe et je cite, une conscience qui sonne l'alarme. » Eh bien ça, c'est exactement la Cour. On est un contrôle supranational externe. C'est les États qui doivent faire les droits de l'homme, qui doivent les faire respecter dans leur pays, mais il y a un petit filet de sécurité, et bien c'est nous. The mandatory acceptance of individual petitions to the court in 1998 was a great step forward for human rights. Out of 150,000 petitions pending, only about 30 a year are reviewed in a public hearing. I declare open the public hearing on the admissibility and merits in the case of Animal Defender International versus the United Kingdom. Public hearing has two principal advantages. The first is that it provides the parties, the applicants, with a day in court, which is an important feature of any justice system. They have the opportunity to come before the court and to argue the case why they consider the convention has been violated. Its second advantage is that it provides a formal setting which enables the court to focus on the arguments in the case that are essential. On the other hand, when the case goes to the Grand Chamber, which is where we are sitting in the Grand Chamber will deal with the most authoritative cases, the cases that are going to make a difference, the cases that will be commented on in the newspapers and in the televisions, and that essentially raise cutting-edge issues of human rights. There's a wonderful webcasting system that has been introduced in the court in 2007. It has got rather little to do with the court projecting its image. I should say that straight away. It's more a question of enabling the court hearings that I've been talking about to be more transparent. And perhaps more importantly, to keep a record of these cases for pedagogical reasons. You must accept that this court has become the leading international human rights court in the world. In technical terms, its judgments are only binding in a European context, but it excites tremendous interest because of the importance of human rights in all of our societies elsewhere and in countries beyond Europe. The hearing is over. The jury, consisting of 17 judges, has retired to deliberate. The verdict will be given in a few months. The case law of the court results in effective changes in laws and practices in convicted countries to safeguard the fundamental rights of persons. Un arrêt de la Cour, c'est bien, mais c'est pas la fin de l'histoire, c'est le début de l'histoire. Ça, j'en suis intimement persuadée. Et donc, une fois qu'on prend des arrêts ici, qu'on adopte des arrêts qui constatent une violation de la Convention, quelle que soit la disposition, il faut que ça soit exécuté dans les pays. Et ça, pour nous, c'est très important. Ça ne sert à rien de jouer les Don Quichotte et de prendre des positions qui seront inacceptables pour les pays. Donc, on doit être quand même prudent. Il faut être à la fois patient et impatient en matière de droits de l'homme. On doit être patient parce qu'il faut quand même s'assurer que nos arrêts soient exécutés, et puis impatient parce qu'il faut quand même vouloir un peu faire bouger les choses aussi. So now, since 1998, every person who feels abused or whose rights have been denied by a state can file an individual petition. Toute requête qui arrive à la Cour est examinée. Ça, c'est un principe fondamental inscrit dans la Convention. Ensuite, donc, tout le courrier des 47 États membres du Conseil de l'Europe arrive au bureau central et dispatché dans les différentes divisions juridiques selon le pays contre lequel l'affaire est dirigée. Alors, prenons un exemple, puisque moi je dirige la division juridique allemande. S'il y a une requête qui arrive, qui est dirigée contre l'Allemagne, elle arrivera dans ma division juridique et sera traitée par un juriste allemand.
Some petitions are urgent and there's no room for error. More than 1,500 letters come in every day to the central office. Letters or shoeboxes or briefcases, and sometimes in exotic languages on simple sheets of office paper. 70% are letters, plus 25% faxes, and 5% emails that must be decoded by the personnel. Ils doivent pouvoir identifier les langues du Conseil de l'Europe. Donc certains ont des connaissances du cyrillique. C'est indispensable parce que, en gros, 40% du courrier arrive dans une langue cyrillique. D'autres personnes ont des compétences dans d'autres langues latines, que ce soit le polonais, le géorgien, le grec, etc., le turc. This is a clever scheme called Teledoc, serving 5 floors of the building on 2 wings. It uses switching stations, intersections and straight lines to distribute the correspondence directly to the right mailroom for careful examination. Une fois qu'une requête est une requête officielle, elle doit être examinée. Chez nous, elle ne peut pas se terminer autrement que par une décision ou pour certaines par un arrêt. Et la prochaine étape, ce sont les archives. Donc tous les dossiers que vous voyez là, sur les tiroirs, ce sont des dossiers qui reviennent des divisions juridiques. Il y a eu une décision pour celle-là d'irrecevabilité ou de radiation. Ils vont être contrôlés à ce niveau, donc c'est comme une sorte de station de pré-archivage et ils auront après un numéro d'archivage et iront rejoindre d'autres dossiers terminés dans les archives de la Cour. En bas, nous devons avoir quelque chose comme 388 000 affaires, donc qui datent du temps de la commission jusqu'à aujourd'hui. Et ça représente quelque chose comme 4 km de dossiers. Ce qui est passionnant en ce qui concerne le travail ici à la Cour, c'est la diversité des origines culturelles des personnes qui travaillent ici. Non seulement les juges, mais bien évidemment aussi tous les juristes, les secrétaires, puisqu'ils doivent traiter le courrier en provenance de tous les États membres et qui va venir dans la langue de ce pays. Et en plus, les juristes doivent avoir la connaissance non seulement de la Convention, mais également du fonctionnement juridique de l'État membre en question. Et c'est ça que je trouve particulièrement passionnant, cet échange, non seulement, comme je l'ai dit, au niveau des juges, mais également au niveau de tout le personnel du greffe. C'est un personnel jeune et dynamique et multiculturel. On ne sort pas indemne d'une expérience comme ça. Et puis de voir les problèmes que les gens vivent partout en Europe, on ne peut pas se l'imaginer. Je ne veux pas dire que la réalité dépasse la fiction, mais oui. Oui, c'est pour ça que j'aime bien qu'ici, on part de cas individuels. Parce que c'est à partir de ces cas que l'on peut construire quelque chose, ce n'est pas l'inverse.